Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Ça sera la dernière vidéo, je crois, de l'année 2025 sur la chaîne. Donc c'est le temps pour moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes, de passer de belles fêtes de fin d'année en famille ou avec vos amis ou peu importe avec qui vous voulez fêter dans le monde. Et ouais, c'était une longue année, ça a été quand même beaucoup d'émotions, on va pas se mentir. Il y a eu des hauts et des bas. Dans cette vidéo, en fait, on va essayer de faire une sorte de bilan, parce que oui, on parle de la fin d'année 2025 du Barça. Mais j'en profitais quand même aussi pour faire une sorte de petit bilan à titre personnel de la chaîne. On arrive bientôt aux 182 000 abonnés. Moi, j'avais l'objectif d'atteindre, on va dire, je vais pas vous mentir, les 200 000 avant la fin d'année. Ça serait impossible, vu comment c'est parti. Mais je tiens quand même à vous remercier. De par votre présence, de par vos intérêts, à lâcher des commentaires, à lâcher des likes. Lorsque j'ai lancé cette chaîne, je ne m'attendais pas à atteindre de tels chiffres. Donc tout ça, c'est grâce à vous. J'ai vu aussi les récaps, vos chaînes favorites que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Je suis parmi les favoris que vous regardez. Donc voilà, ça signifie énormément pour moi. Maintenant, si on atteint les 200 000 avant la fin d'année, je dirais pas non. En tout cas, merci les amis. Merci pour la force que vous m'apportez depuis toutes ces années. Depuis octobre 2019, d'autres nous ont rejoints entre-temps, donc merci, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va donc faire une sorte de bilan du Barça depuis le début de saison, voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on pourrait se projeter aussi, parce que c'est le cas. Là, c'est le mercato qui va arriver en janvier, en décembre. Ça sera aussi pour moi l'occasion de vous dire qu'est-ce que moi, j'aurais fait si j'étais dirigeant du Barça. Les pistes crédibles, juste des trucs réalistes. Comment est-ce que le Barça pourrait essayer de se renforcer durant ce mercato d'hiver? Comment se projeter pour la deuxième partie de saison? Parce que si tu ne te renforces pas pour cette deuxième partie de saison lors du mercato d'hiver, je ne vois malheureusement pas comment tu pourras tenir sur 3 voire 4 tableaux. Donc là, Hansi Flick va en tout cas rencontrer Flick. Qu'est-ce que je raconte? C'est la fin d'année, ok? Soyez indulgents envers moi. Bref, Hansi Flick va rencontrer Deco, parce que oui, depuis la blessure de Christensen, apparemment, voilà, pour Flick, c'est non négociable. Il va falloir recruter derrière. Je pense que pour le Barça, la direction aussi, c'est clair. Donc, ouais, je vais vous évoquer ma piste préférée, en tout cas. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Bon, déjà, c'est important de revenir sur le début de saison, de parler de ce qui s'est passé depuis le début de saison jusqu'à maintenant. Alors, moi, je ne vous mens pas qu'après la pré-saison en Asie, la tournée asiatique, j'étais extrêmement hype par le début de saison. Je me disais que déjà on avait une sorte de base. Je me rappelle des vidéos qu'on faisait en collaboration avec Logito. Je vous disais qu'on avait des bases solides, des bases collectives solides qu'on a eu à bâtir la saison dernière. Donc si tu te renforces ou tu devais te renforcer, ben il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas encore meilleur cette saison. Sauf que le football, on le sait tous, ce n'est pas une science exacte et ça ne s'est exactement pas passé comme on le pensait, parce que on est arrivé début de saison. Déjà le match contre Mallorca à l'extérieur, premier match, ok, assez facile, 2 cartons rouges il me semble. Tu prends le match de manière un peu trop facile. Et les déclarations de Flick à ce moment-là, pour ceux qui s'en rappellent, elles étaient déjà alarmantes, parce qu'il parlait de suffisance, il parlait d'ego, il disait qu'il aimait pas ce qu'il voyait. Pourtant le Barça venait de gagner première journée de championnat, tu te dis bah ok, peut-être qu'on en fait un peu trop. Et puis jusqu'au match contre le Rayo à l'extérieur, on n'avait pas encore vu un Barça convaincant en fait. Du tout. Donc c'était un peu la douche, je dirais pas la douche froide, mais tu sentais que c'était peut-être un excès de confiance, un peu d'ego par-ci par-là, ça couplé au fait que derrière tu as des adversaires qui s'adaptent de plus en plus à ta ligne du hors-jeu, parce que la saison dernière tu as surpris tes adversaires, ça faut pas non plus l'oublier. Certes, il y a eu beaucoup de succès grâce à cette ligne du hors-jeu la saison passée, mais c'est des coachs aussi qui sont là en face de toi, ce sont des êtres humains qui ont des équipes d'analystes vidéo qui travaillent des choses. Donc lorsque tu arrives à surprendre les gens sur toute une saison, tu affrontes les mêmes la saison d'après, forcément, qui commencent à s'adapter à toi. Et je pense qu'on le voyait même au bout du 3e, 4e Classico la saison passée. Le Real, faut pas oublier, Mbappé te met un triplé la dernière fois au Montjuic lors du dernier Classico. Donc voilà, les équipes commencent à s'adapter à toi, et toi, tu n'évolues pas. Et c'est à ce moment-là que je commençais sincèrement, mais vraiment sincèrement, après le match contre le Rayo, à m'inquiéter pour la suite du Barça cette saison. Je me disais que en fait, ça sera une saison catastrophique, parce que Flick,
il ne voulait rien savoir. Lui, il était persuadé, sa ligne du hors-jeu, elle va fonctionner, c'est juste les attaquants qui pressent mal. Il avait raison en soi, les attaquants, ils pressaient mal. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on mettait le doigt sur le problème, on arrivait à identifier le problème, Flick identifiait le problème, les joueurs lui disaient aussi, à la fin des matchs, après une contre-performance, que oui, c'est le problème défensif, c'est pas que la ligne du hors-jeu, c'est un problème collectif, on ne presse pas en équipe, tout ça. Mais au fil des matchs, on ne voyait pas, en fait, cela s'améliorer. Ça me rappelait un peu l'année sous Xavi, où à chaque fois qu'il y avait une contre-performance, allez, à Sado, on va se rencontrer dans la maison de X ou Y joueurs pour un barbecue, réunion de famille entre les joueurs pour qu'on soit une famille afin qu'on soit meilleur lors du prochain match. Je me rappelle. J'en avais les yeux qui me sortaient par la tête parce que je me disais ça n'avait aucun impact, aucun effet. Donc j'avais un peu l'impression de retomber dans ça. D'autant plus que j'avais les flashbacks de la deuxième saison sous Xavi après le succès je veux dire, en Liga. Donc, je me voyais un peu dans le même vortex. Je me disais qu'on était reparti pour une saison de souffrance, parce que les matchs se suivaient, se ressemblaient. Et puis, on a vu cette éclaircie, ce match à l'extérieur contre Newcastle, où on nous promettait l'enfer. Et puis, le Barça est revenu avec la victoire. On a vu qu'un grand gardien comme Joan Garcia, ça faisait la différence. Mais malheureusement, derrière, ça n'a pas suivi. Pourquoi ? Parce que on était toujours un peu bizarre dans notre manière de défendre, en fait. Prévisible dans notre manière de défendre. Et on continue à encaisser des buts. Et puis là, les blessures aussi ont commencé à se ramener dans la danse. Parce que Joan Garcia qui se blesse, c'était une perte énorme. Rafinha qui se blesse, c'était une perte plus qu'énorme. C'est pour ça que lors du Classico, lorsque le Barça le perd, honnêtement, je me disais pas que c'était catastrophique. Je savais que le Real, ils étaient meilleurs que le Barça ce soir-là, parce que le Barça, depuis des semaines, moi j'étais à Barcelone durant ces moments-là, je vous ai fait des débriefs du stade, des images vues du stade, je vous disais que j'aimais pas ce que je voyais. Même la victoire 6-1 contre l'Olympiakos, c'était de la poudre aux yeux, ce n'était pas le réel niveau du Barça. Il y avait un carton rouge qui était arrivé trop tôt, et puis derrière, le Barça a déroulé. Sauf que les matchs qui étaient avant, contre Girone, où tu as été transpercé à chaque fois, ta ligne défensive, contre le FC Séville avant, tu t'en manges 4 là-bas chez eux. Il y avait trop de signes en fait pour que le Barça aille gagner ce match au Bernabéu, honnêtement. D'autant plus que à la veille du match, je crois, Lamine Yamal, il en rajoute une couche. Il amène les joueurs du Real à se motiver à 2000%, alors que lui-même, Lamine Yamal, il n'est pas encore à 100%, il était blessé. Je pense qu'il venait juste d'avoir sa pubalgie. Et le Barça, malgré tout, aurait pu revenir du Bernabéu avec un match nul si Koundé arrive à contrôler le ballon devant Courtois à la fin, où il s'y met une tête. C'est des si. Peut-être que le Real aurait pu aussi gagner 3-1 ou 4-1, c'est possible. Mais moi, cette défaite-là, elle ne m'a pas surpris, pour vous dire la vérité. Parce que la dynamique du Barça, je connais trop cette équipe. La dynamique du Barça était catastrophique. Et à ce moment-là, je me disais en gros qu'il faut oublier, en fait. La saison, il faut l'oublier. Parce que Flick ne veut pas se remettre en question. Les joueurs qui sont censés faire les efforts, les attaquants, pendant le pressing et tout, ils ne le font pas. Peut-être que c'est la fin, en fait. On va continuer comme ça, saison blanche, et puis Flick va partir. Et j'aurais même été aussi très dur envers la direction parce qu'ils n'auront pas permis à Flick d'avoir un arsenal capable de tenir toute une saison après la saison de succès qu'il venait d'avoir. Vous voyez ? Parce que ça aussi, il faut en parler. Mais avec le temps, Flick a commencé à mettre un peu de l'eau dans son vin, a commencé à prendre un peu de recul par rapport à son système. Il a vu en fait que comme ça, ils allaient droit dans le mur. Donc, la ligne du hors-jeu a été un peu adaptée, pas de beaucoup. Il y a des matchs contre le Celta, notamment là-bas, on a vu Frenkie de Jong qui redescendait un peu bas pour essayer de couvrir. Il y avait il y avait des tentatives d'ajuster des choses. Vu que tu fais la même chose, ça ne fonctionne pas, forcément tu tentes autre chose. Déjà, là, on commence à avoir des résultats. Contre l'Athletic Club, aussi à domicile, ça a changé un peu. Et puis, il y a eu le retour au Camp Nou. Le retour au Camp Nou, on va pas se mentir. Est-ce que c'est pas Messi, en fait, qui nous a sauvé notre saison, la vérité ? On va se poser 2 secondes pour demander, honnêtement. Parce que depuis que le lutin, il est venu à Barcelone, il est rentré en incognito dans le stade comme ça, comme un voleur. Depuis ce jour-là, les choses avancent de mieux en mieux pour le Barça. Je pense que le Barça n'a plus perdu un match depuis ce moment-là, du moins en Liga. En tout cas, le Barça a enchaîné des succès. On s'est rendu compte que les blessures de Rafinha, les absences de Joan Garcia, combinées, je veux dire, aux absences de Joan Garcia et tout, ça nous a fait extrêmement mal parce que tu jouais littéralement sans gardien de but et puis devant, tu jouais sans ton leader d'attaque. Parce que même si Lamine Yamal, c'est un magicien, c'est un virtuose de fou furieux, Lamine Yamal, pour moi, ce n'est pas un leader d'attaque. Moi, Rafinha, lorsque je le vois dans comment il mène le pressing du Barça, à limite à lui tout seul, comment il coordonne les choses, c'est pour moi le leader d'attaque du Barça. Et je pense que son absence a été là pour rappeler
au monde et aux supporters du Barça l'importance qu'il a dans cette équipe-là. Je pense que si Rafinha ne s'était pas blessé, on s'en rendrait pas autant compte. Honnêtement, même moi, mea culpa, la saison passée, je vous ai fait, je crois, mon top 10 des meilleurs joueurs du Barça de la saison dernière. Je vous ai dit que c'était un classement purement personnel et subjectif. Je crois que le top 3, c'était Pedri, Lamine Yamal, Rafinha. Après, dans l'ordre, je crois que j'avais mis Pedri en numéro 1. Là-dessus, je ne changerais rien du tout par rapport à ça. Juste derrière, j'avais mis Lamine Yamal et j'avais mis Rafinha derrière. Et je vous avais dit que c'est vraiment là par rapport à ma sensibilité football. Sauf que le football, c'est pas que les passements de jambes, la magie. Le football, c'est tout ce qu'il y a aussi autour. Le jeu sans ballon, le pressing, les appels, tout ce qu'il faut pour créer des espaces pour ses coéquipiers. Et Rafinha, c'est un leader d'équipe, c'est un joueur d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose que je valorise aussi beaucoup. Je pense que je l'ai valorisé encore plus. J'ai commencé, je veux dire, à m'en rendre compte encore plus depuis qu'il a été absent. Donc, on va pas se mentir que c'est pas uniquement grâce à ce qui s'est passé au Barça que les choses ont commencé à mieux aller. On a quand même eu un coup de pouce de la part de nos amis du côté de Chamartin, du côté de Madrid, parce que alors que eux, tout allait bien chez eux, ils venaient de gagner le Classico, je crois qu'ils avaient eu 4 ou 5 points d'avance, 4 points, je sais plus combien de points d'avance sur le Barça. Et là, ça commençait à s'emballer chez eux. Et là, Vinicius, Xabi Alonso, d'ailleurs, ça commençait lors du Classico. Mais moi, vous me posez la question, je pense que ça commençait bien avant le Classico, les problèmes chez eux. Mais ça, c'est un débat pour une autre vidéo, si vous voulez qu'on parle des problèmes du Real. Mais moi, je pense que, sincèrement, Xabi Alonso, il a peut-être même perdu son vestiaire lorsqu'il venait juste d'arriver quand elle a imposé Mastantuono devant des Rodrigo. Parce que, d'après ce qu'on entend, ce qu'on dit, à ce moment-là, déjà, il y avait des tensions dans le vestiaire. Beaucoup de gens ne comprenaient pas pourquoi un mec comme Mastantuono, qui arrive de River Plate, qui a jamais joué en Europe, arrive pour s'imposer devant des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions et qui ont prouvé des choses à Madrid. Donc, bref, on n'est pas là pour parler du Real, mais ce que je veux dire, c'est que ça a eu un effet quand même, un impact direct sur la motivation du Barça, sur l'état de forme du Barça, parce que tu vois que toi, tu gagnes et que ton rival lâche des points bêtes à Girona, au Rayo, dans des terrains comme ça. Ouais, ok, au Rayo, tu te dis, tout le monde lâche des points là-bas, mais le match nul à Girona, je crois, et puis à Elche, et puis le match contre le Celta récemment, tu te dis, ok, mais moi, je vois ça, je vais pas lâcher des points bêtement. Donc le Barça a tout fait pour revenir dans la course, sauf que derrière, aujourd'hui, on se pose, on regarde un peu les choses. D'accord, le Real est dans une mauvaise posture. Là, ça va être la fête de fin d'année. Peut-être qu'ils vont essayer, je veux dire, de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais toi, tu n'es pas censé te focaliser sur eux. Tu dois te focaliser sur toi. Moi, lorsque je regarde cet effectif du Barça, je me dis que pour la deuxième partie de saison, s'il est laissé comme tel, ça pourra pas tenir longtemps, en fait. Moi, je pense que oui, ponctuellement, tu réussiras à faire de bons matchs, de grands matchs. Mais si tu ne te renforces pas comme il faut, tu pourras pas tenir. Le Real, malgré leurs absences et leurs blessures, ça reste quand même un effectif assez fourni. Maintenant, aujourd'hui, le Barça, par rapport au mercato qui a été fait l'été dernier, honnêtement, je pense que le seul point faible du mercato du Barça la saison passée, l'été dernier en tout cas, c'était au niveau de la défense. Parce que en attaque, avant le mercato d'été, tout le monde disait que le Barça avait besoin de se renforcer en termes de profondeur de banc. Pas en termes de titulaire, parce qu'on connaissait Lamine, Rafinha, Lewandowski et même Ferran, ça aurait pu tenir encore un an. Ça, en tout cas pour le poste de 9. On savait que le Barça a plus besoin de remplaçants de profondeur, de qualité. Et je vais pas vous mentir, moi, l'arrivée de Rashford et l'arrivée de Rooney, c'est de bons moves. On le voit déjà sur cette première partie de saison. Alors oui, Rashford, il peut encore donner plus. Hein. Il est déjà à 15 goals assists. On n'est même pas à la mi-saison, parce que ça sera la mi-saison après le match contre l'Espagnol, je crois. Et Rooney, à chaque fois qu'il a joué, il a été plus qu'intéressant. Donc oui, en termes de profondeur de banc, tu es passé de Ansu Fati, mort, à qui Flick ne faisait pas confiance, de l'autre, comment il s'appelle, Pau Victor, qui ne jouait pas non plus beaucoup, en qui Flick ne faisait pas confiance, à deux mecs qui jouent de temps en temps, surtout Rashford constamment, et puis un autre, Rooney, dont Flick, je crois, a vu le talent et il sait qu'il peut l'utiliser de temps en temps lorsqu'il en a besoin. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis derrière, on parlait aussi du poste de gardien de but. Ça fait des années qu'on parle du poste de gardien de but, ça n'avait pas été réglé. Cette fois-ci, ça a été un upgrade de fou furieux. Parce que aller chercher Juan Garcia pour en faire ton gardien titulaire, c'est un move incroyable, surtout pour 25 millions d'euros. Le seul problème, c'est la défense. Le milieu, t'es stock.
bloc, il n'y a pas de problème. Malgré les blessures, tu as quand même un milieu qui tient la route, moi je trouve. Mais mais en défense, là, le bas blesse. Parce que lorsque Inigo est parti, c'est là que je crois que la direction, ils ont minimisé un peu l'impact de son départ. Parce que derrière, tu avais quoi comme option? Tu avais un mec qui est allé en dépression, tu as un autre mec qui a des problèmes de santé physique et de santé mentale aussi, hein, parce qu'il est parfois anxieux. Christensen, qui s'est d'ailleurs blessé 4 mois. Et puis tu as quoi derrière? Tu as un gamin de 18 piges à qui tu ne peux pas confier les clés de ta défense. À côté de lui, tu as été obligé de ramener Gérard Martin, latéral gauche de base, comme défenseur central gauche. Gérard Martin lui-même qui a eu ses premières minutes au plus haut niveau à compter de la saison passée. Donc, une défense inexpérimentée de fou furieux. Je sais pas comment est-ce que tu pourras tenir. C'est pour ça, la dernière fois, lorsque Gérard Martin enchaînait les bons matchs, les gens me disaient, oui, mais les gars, pourquoi vous parlez en mal? C'est pas que je parle en mal de Gérard Martin. Je pense que ponctuellement, il va faire les matchs qu'il faut, Gérard Martin. Il a progressé, j'ai pointé du doigt ses bons matchs. Je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir dans l'effectif. Ce n'est plus le Gérard Martin qui débute sous Flick, ça on peut le dire. Par contre, je pense qu'il y aura un plafond de verre pour Gérard Martin. Lorsque tu vas affronter des Paris Saint-Germain, des Bayern, des Chelsea, des Real Madrid, est-ce que Gérard Martin pourra tenir son rang? Je me pose encore cette question, d'autant plus qu'à côté de lui, c'est Koubarsi. Moi, je pense que Koubarsi a besoin d'un mentor, d'un mec capable de l'épauler. Vraiment de le guider sur cette défense, et je ne vois personne, parce que voilà, Koundé aussi est un mec qui a des beaux times de fou, il est capable de mettre des buts contre son camp, il est parfois capable de se déconnecter, vraiment comme ça. Dans certains matchs, tu comprends pas ce qui lui arrive, et dans d'autres matchs, dans certains matchs, je veux dire, il est capable là aussi de hausser son niveau et de faire de bons matchs, mettre des doublés, des trucs comme ça. C'est inconstant en fait. Moi cette saison, je suis pas du tout satisfait des performances de Koundé, j'aime pas. Donc, si on pouvait retrouver le Koundé de la saison dernière à minima, qui épaulait Lamine Yamal, ça serait une bonne chose. Mais là, le poste de latéral droit, le poste de défenseur central et même le poste de latéral gauche, parce que parlons de Baldé qui ne progresse pas. Baldé fait une bonne saison, je trouve, la saison passée sous Flick avec Rafinha, parce que voilà, il avait la liberté d'animer le côté gauche, il bouffait les espaces. Mais Baldé ne progresse pas. Je l'avais dit la dernière fois sur Twitter, ça a attrapé ma veste. Oui, Baldé, j'ai dit que Baldé a un QI football assez limité. Je le trouve vraiment, vraiment limité lorsqu'il arrive dans le dernier tiers du terrain. Lorsqu'il doit faire une passe, il essaie de dribbler. Lorsqu'il doit dribbler, il essaie de faire un centre, ou en tout cas une passe mal dosée. Et quand tu vois des mecs comme Grimaldo, comme Cucurella, des gens comme ça, en fait, qui lui passent devant en sélection, on s'est posé la question pourquoi. Ben, je pense qu'on a la réponse sous nos yeux. Le Baldé qu'on voit actuellement, il ne mérite pas d'aller en sélection. C'est factuel. Du coup, la question qui se pose, comment se renforcer? Qui aller chercher? Moi, je regarde aujourd'hui les options sur le marché. C'est très difficile, c'est vrai. Mais je pense que tu es capable quand même de faire des deals intelligents. De toute façon, sur ce mercato, moi, j'ai beaucoup plus privilégié les prêts plutôt que les achats. Les joueurs qui sont à 6 mois de la fin de contrat et tout, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre de l'argent dessus, vu les finances du Barça, je veux dire. Moi, je privilégierais beaucoup plus des prêts, des joueurs qui seraient potentiellement en instance de prêt, pas de départ, mais en tout cas qui ne jouent pas beaucoup dans leur club, en tout cas qui, voilà, ont des options pour venir comme joueur de prêt, quoi. Et là-dessus, je pense d'abord au poste des latéraux. Un joueur en particulier, c'est tout simplement Joao Cancelo. Je vous l'avais dit la dernière fois, je pense que voilà, Joao Cancelo, il pourrait vraiment régler tes problèmes, que ce soit à droite ou à gauche. Là-dessus, je pourrais également vous parler d'un autre joueur qui appartient déjà lui au Barça, c'est Hector Fort, sauf que Hector Fort, tu l'as prêté en vue d'un développement, afin qu'il s'aguerrisse là-bas à Elche. Il fait une excellente première partie de saison, il fait voilà de très bons matchs. Est-ce que ça serait une bonne chose pour sa progression qu'il revienne comme ça en mi-saison? D'autant plus que je crois qu'il vient de se déboîter l'épaule, j'espère que c'est pas très grave pour lui, vous me direz en commentaire. Mais Hector Fort, aujourd'hui, moi je le laisserais terminer sa saison à Elche, en fait. Terminer son prêt, et ensuite voir à compter de la saison prochaine, ça pourrait être une option qui pourrait te faire économiser de l'argent. Parce que Fort, ça reste un latéral offensif. Très offensif même, très intéressant offensivement, on l'a vu, hein, il avait déjà joué sous Xavi à gauche pour remplacer Baldé, et offensivement il apportait largement plus que Baldé. Donc à droite, je crois que c'est son poste de formation, il est aussi capable d'apporter du danger, on le voit à Elche. Donc s'il a la confiance nécessaire, s'il a ce qu'il faut, Flick, je pense qu'il va lui donner sa chance au bout d'un moment. Donc Hector Fort, ça sera plus pour le garder en tête pour l'été, lorsqu'il sera de retour. Mais en l'état, je pense qu'un Cancelo en prêt,
voir si l'Arabie Saoudite, ça sera possible, parce que voilà, en termes de compétitivité, je sais pas s'ils seront difficiles en affaires et tout pour un prêt de 6 mois, hein, je sais pas. Mais si c'est possible, Cancelo, faut le ramener en prêt, en fait, pour 6 mois et voir ce que ça donne. Parce que tu peux pas te baser sur les matchs de Baldé, de Koundé, et te dire que ça y est, en fait, t'as paire de latéraux aussi. Parce que, on va pas se mentir, hein, dans l'effectif, certes, Koundé, il a son concurrent, la personne de Eric, qui lui-même joue déjà au milieu, mais ils n'ont pas de concurrent vraiment fiable. Parce qu'à gauche, Baldé, tu as qui? Geoffrey Torrens? Impossible. Donc s'il voit un Cancelo arriver pour le menacer de nouveau, peut-être qu'il va commencer à travailler et à progresser dans les domaines où il a des lacunes. Donc Cancelo, c'est un mec qui pourra jouer à gauche comme à droite, on le connaît déjà. Certes, il a des lacunes défensives, on le connaît. Mais moi, si je fais une rétrospective de la saison de Cancelo, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très durs envers lui. Certes, il a été cataclysmique contre le Real Madrid et contre le Paris Saint-Germain en retour, c'est vrai. Mais moi je trouve que la saison de Cancelo elle était plus qu'intéressante en fait. Il y a plein de matchs où offensivement il t'a apporté beaucoup de choses, même défensivement. Sauf que contre le Real et contre le PSG, il s'est totalement éteint. C'est un joueur qui est capable de sortir totalement de ses matchs, c'est son gros problème. Mais il est encore titulaire aujourd'hui en sélection, il joue à un très haut niveau. Donc ouais, si Cancelo c'est possible, moi je vais le chercher. Ensuite, en défense centrale, ça parle du défenseur argentin Marco Senesi qui joue à Bournemouth. Moi, je vais pas vous mentir, honnêtement, je suis pas les matchs de Bournemouth, donc je pourrais pas vous dire. Je suis pas un mec qui suit tous ces matchs-là en détail, donc je ne le connaissais même pas. C'est là dans la presse que j'ai entendu parler de lui, mais d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai entendu, ça reste un mec qui a un pied gauche de velours, qui est bon dans la relance, qui est grand, 1m91, mais qui est aussi amené à faire pas mal de grosses erreurs, quoi. Je ne le connais pas, donc je peux pas le juger. J'ai pas envie de m'avancer par rapport à lui. Si c'est une bonne option, je ne sais pas. Honnêtement, vous me direz dans les commentaires. Moi, c'est pas une option que j'ai mis dans mes choix parce que, je vous l'ai dit, je ne le connaissais même pas. D'autant plus qu'il a 6 mois de la fin de son contrat, je crois, du côté de Bournemouth. Est-ce qu'aujourd'hui, ils le laisseront partir gratuitement? Jamais de la vie. Donc, si tu veux aller le chercher, les Anglais, ils sont pas en manque d'argent. Il faudrait quand même mettre de l'argent à la poche pour aller le chercher. Moi, c'est plus, en fait, en prêt, je me dis que c'est pas possible. Un mec comme ça, à 6 mois de la fin de son contrat, c'est impossible. Donc, je vais pas aller par 4 chemins, par tous les défenseurs qu'on cite. Moi, celui que je privilégie le plus aujourd'hui, c'est Nathan Ake, du côté de City. Mec, défenseur central gauche, qui peut jouer latéral gauche, qui n'est peut-être plus le Nathan Ake de 2021-2022 à ce moment-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Nathan Ake, c'est un mec qui est remplaçant à City, qui a des velléités de départ. Même City, il y a beaucoup de fans qui n'aimeraient pas le voir partir, mais c'est comme ça. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est une question aussi de confiance. C'est vrai qu'il se blesse aussi, ça faut le dire. C'est un joueur qui s'est pas mal blessé, mais voilà, ça reste un mec expérimenté de 30 piges que tu ramènerais en prêt. Et puis, tu verras à la fin de la saison quoi faire de lui. Mais moi, je pense qu'en l'état, vu la défense du Barça, un mec expérimenté comme Nathan Ake, qui est titulaire quand même en sélection, il me semble, là, vous me direz, mais il est titulaire avec la sélection néerlandaise, il va aller à la Coupe du Monde. Voilà, ça reste je dirais pas une valeur sûre par rapport à son niveau parce qu'il n'est plus titulaire à City, mais ça reste une valeur sûre de par son expérience. Donc aujourd'hui, une charnière Nathan Ake, Koubarsi, je pense que c'est tout à fait possible. Après, est-ce que c'est lui qui pourrait être ton leader de défense? Je ne sais pas, mais il faut pas oublier non plus que Inigo, lorsqu'il arrivait, beaucoup de gens disaient oui, il est fini pour le plus haut niveau, il va plus te sortir de bons matchs, de bonnes performances à son âge. Peut-être que Nathan Ake, c'est la même chose. Là, beaucoup de gens disent que ce n'est plus le Nathan Ake de l'époque, mais c'est juste parce qu'il n'a plus la confiance de son coach aussi, c'est possible. Donc on verra bien aujourd'hui. Moi je pense que c'est la piste qu'il faudrait privilégier parce qu'un prêt, je pense que c'est possible de la part de City, vu que le mec il joue pas beaucoup, il joue que les matchs de cup et des trucs comme ça. Et le Barça en aurait besoin sans dépenser beaucoup d'argent. Donc je récapitule, tu vas chercher un Nathan Ake plus un Cancelo, voilà, t'as pas besoin de faire beaucoup de réajustements, t'as juste besoin de faire ça et puis tu laisses voir comment les choses avancent durant la deuxième partie de saison. Après, rien ne te garantit le succès sportif, hein, mais de laisser ça comme ça en l'état et te dire que ça va tenir la défense du Barça, je veux dire actuelle, pour la deuxième partie de saison, ça serait du suicide sportif. Maintenant, est-ce que je pense que le Barça va réaliser une grande saison?
Difficile de me projeter parce qu'on a vu, c'est une équipe qui peut avoir des visages totalement différents. C'est une chose est sûre, c'est que le Camp Nou, ça va faire du bien, le retour au Camp Nou. Je pense que bientôt on pourra avoir accès à 60 000 spectateurs et plus dans le nouveau Camp Nou. Ça aussi, ça va faire la différence. Mais c'est un facteur qui peut booster la deuxième partie de saison du Barça, clairement. Aujourd'hui, il faut aussi profiter du fait qu'au Real, ça soit un peu la pagaille. Je ne crois pas que Xabi Alonso réussira à recoller, je veux dire, les morceaux avec les problèmes dans son vestiaire. Ça sera très compliqué. Et voilà. Donc, j'ai pas envie de me projeter. Vraiment, je sais pas quoi penser du Barça de Flick de cette deuxième année. Je me dis juste que, voilà, avec un effectif un peu réajusté, avec des joueurs clés qui sont là, qui sont présents, notamment Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Joan Garcia, ben oui, c'est possible de rêver. Maintenant, si j'ai un vœu pour la nouvelle année, c'est de voir en fait enfin le Barça gagner la Ligue des Champions. Ouais, parce que ça fait longtemps, et je pense que beaucoup d'entre vous ici qui supportez le Barça n'ont jamais vécu une Ligue des Champions de votre vie, et ça serait quand même incroyable que cette année 2026 soit l'année du Barça. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite lors de la nouvelle année. D'ici là, à très vite.